Voyager vers de nouveaux endroits devrait être excitant, mais pour certains touristes, cela se transforme en tragédie. Loin de chez eux, ils font face à des dangers inimaginés, disparitions mystérieuses, crimes brutaux et décès qui laissent plus de questions que de réponses. Nous examinerons 5 des décès de touristes à l'étranger les plus troublants, de vraies histoires de voyage qui se sont métamorphosées en cauchemars. Le 27 mars 2025, un tragique accident s'est produit au large de Hurghada, en Égypte. Le sous-marin touristique Sinbad transportait 45 passagers venus de Russie, d'Inde, de Norvège et de Suède, ainsi que 5 membres d'équipage égyptien. Conçu pour des excursions sous-marines, il devait effectuer une plongée de 40 minutes afin d'explorer les récifs coralliens de la mer Rouge. Mais, loin d'offrir une expérience excitante, cette sortie tourna au désastre. Vers 10 heures, le Sinbad amorça sa descente. À l'intérieur, les passagers observaient la vie marine à travers de larges hublots. Quelques instants plus tard, le chaos éclata. Selon les rescapés, au moins 2 écoutilles étaient restées ouvertes, laissant l'eau envahir la cabine. L'équipage tenta de maîtriser la situation, mais l'inondation rapide rendit tout contrôle impossible. Le sous-marin perdit de sa stabilité et s'enfonça vers le fond. La panique gagna les passagers qui s'efforcèrent de s'échapper. Certains parvinrent à nager jusqu'aux écoutilles ouvertes, tandis que d'autres demeurèrent piégés alors que le niveau d'eau montait. Elena Boldareva, rescapée russe, racontera plus tard les scènes terrifiantes où chacun luttait pour sa vie. Hélas, 6 personnes, toutes de nationalité russe, ne purent être sauvées. Parmi elles figurait Ravil Valyulin, anesthésiste de 40 ans, et son épouse Kristina, pédiatre. Dans un premier temps, on crut Kristina décédée elle aussi. Mais contre toute attente, elle fut retrouvée vivante et réunie à ses enfants. Au total, 39 personnes furent secourues, 29 rescapés durent être hospitalisés, dont 4 dans un état critique. Les secours les conduisirent vers les hôpitaux voisins, certains nécessitant des soins intensifs. La gravité des traumatismes souleva de vives inquiétudes quant au protocole de sécurité du sous-marin. Les premières constatations indiquent que le Sinbad aurait heurté un récif corallien vers 20 mètres de profondeur, provoquant une brèche dans la coque. Toutefois, l'existence d'écoutilles restées ouvertes suggère également une possible erreur humaine ou une négligence. Les enquêteurs se penchent désormais sur les procédures de sécurité, la formation de l'équipage et la conformité de la maintenance. Le Sinbad appartenait à Sinbad Submarine, une société spécialisée dans les excursions en eau profonde. Elle exploite 2 submersibles parmi les 14 seuls navires de ce type destinés aux loisirs dans le monde. Présentés comme sûrs et capables de résister aux fortes pressions sous-marines, ces engins voient pourtant leur fiabilité mise en doute par cette tragédie. Ce drame n'est pas le premier accident maritime en mer Rouge. En novembre 2024, un bateau de plongée touristique avait sombré au large de Marsa Alam, victime de fortes vagues. Si aucun décès n'avait alors été signalé, l'incident avait déjà mis en lumière les risques encourus lors de ces sorties. Hurghada, au lieu du tourisme balnéaire, dépend largement des visiteurs attirés par ses eaux cristallines et ses récifs coralliens. L'accident du Sinbad ébranle la confiance dans ces excursions et les autorités égyptiennes se sont engagées à revoir les règles de sécurité de tous les navires touristiques. Les enquêteurs espèrent que leurs conclusions entraîneront des mesures plus strictes pour prévenir de futures tragédies. Si les rescapés se disent reconnaissants d'être en vie, les séquelles psychologiques demeurent. Les proches et le secteur touristique attendent avec appréhension de comprendre ce qui a mal tourné ce matin-là. En mars 2025, un groupe de 9 amis de Tlaxcala, au Mexique, partit en voyage vers les plages réputées de Oaxaca. Âgés de 19 à 30 ans, ils étaient impatients de profiter d'un court séjour au bord de la mer. Mais leurs vacances tournèrent rapidement au cauchemar et se soldèrent par une fin tragique. Les voyageurs ont été identifiés comme suit: Angie Lisette, 29 ans, Brenda Marielle, 19 ans, Jacqueline Aylette, 23 ans, Noémie Yamilette, 28 ans, Leslie Noia, 21 ans, Raoul Emmanuel, 28 ans, Ruben Antonio et Rolando Armando. L'identité de la 9e personne reste inconnue. Le groupe avait été vu pour la dernière fois le 27 février et, le lendemain, leurs familles, sans nouvelles, commencèrent à s'inquiéter. La mère de Jacqueline Hay publia un appel sur les réseaux sociaux, indiquant que sa fille avait disparu près de la plage de Zipolite. Les jours passèrent sans aucun signe de vie jusqu'au 2 mars, lorsque les autorités firent une découverte macabre. Une Volkswagen Vento gris, immatriculée à Tlaxcala, fut retrouvée abandonnée le long de l'autoroute Coacnopalan-Oaxaca, près de la frontière avec Puebla. À l'intérieur, les officiers découvrirent une scène d'horreur. 9 corps atrocement mutilés. 4 victimes étaient entassées dans le coffre, tandis que les 5 autres gisaient sous une bâche,
présentant des traces de violences extrêmes. Un sac isolé contenait 8 paires de mains et 2 mains supplémentaires furent retrouvées dans le coffre. La brutalité du crime choqua toute la région. L'enquête détermina que les victimes avaient subi de graves blessures avant leur mort. Des impacts de balles et de nombreuses marques de violence apparentes. Les autorités ouvrirent immédiatement une procédure, explorant notamment la piste du crime organisé. On apprit bientôt que le groupe avait été invité à Oaxaca par José El Jocha Lavariega, ancien candidat à la mairie, aujourd'hui impliqué dans des activités criminelles. Il les aurait encouragés à venir dans la région pour y commettre de petits larcins. Mais ils ignoraient qu'ils pénétraient sur un territoire contrôlé par un puissant cartel qui interdisait formellement tout vol sur son secteur. Ce cartel, tirant profit d'activités illicites dans les zones touristiques, considérait ces actes comme une menace. Les jeunes devinrent alors la cible d'une riposte implacable. Les circonstances exactes de leur capture demeurent floues, mais les enquêteurs pensent qu'ils furent enlevés, soumis à des violences extrêmes, puis abandonnés dans la voiture. Les enquêteurs passèrent en revue les images de vidéosurveillance du 24 février qui montraient la Volkswagen Vento circulant sur l'autoroute Atlix-Coyotl à quelques 145 km du lieu de découverte. On estime que le massacre a eu lieu peu après avoir été filmé. Dans un retournement inattendu, José El Jocha Lavariega fut lui aussi retrouvé mort quelques jours après la découverte des corps. Son corps gisait dans un véhicule et une note à ses côtés proclamait « Voilà ce qui arrive aux voleurs ». Ce message laissait entendre qu'il était tenu responsable des événements ayant mené à la mort des 9 amis. Si l'on ignore encore si le même cartel a commandité son élimination, les circonstances laissent peu de doute quant au lien. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations, mais aucune arrestation n'a été annoncée. L'emprise du crime organisé sur la région complique grandement la résolution du dossier. Cette tragédie ravive les inquiétudes concernant la sécurité dans les zones sous contrôle des groupes criminels. Oaxaca, réputé pour ses plages et ses sites culturels que voient affleurer les dangers latents. La violence liée au crime organisé est un fléau de longue date au Mexique. En 2023, plus de 30 000 morts violentes y ont été recensées, souvent imputables à ces organisations. Les crimes d'une telle cruauté se sont hélas banalisés, témoignant du pouvoir étendu de ces cartels. La mort de ces 9 voyageurs reste une affaire déchirante, laissant leurs proches en quête de réponse. Comment le groupe a-t-il attiré l'attention du cartel ? Lavariega avait-il un rôle plus direct dans leur destin? Et les responsables seront-ils un jour traduits en justice? Pour l'heure, l'enquête demeure ouverte et les autorités s'emploient à découvrir la vérité. Ce drame restera un exemple glaçant des risques encourus dans les territoires du crime organisé. C'était le 23 juillet 1996 quand une famille allemande de 4 personnes entreprit ce qui devait être un voyage excitant à travers le parc national de la Vallée de la Mort. Le groupe se composait d'Egbert Rimkus, 34 ans, de son fils Georg Weber, 11 ans, de sa compagne Cornelia Meyer, 27 ans, et de son fils Max Meyer, 4 ans. Ils étaient arrivés aux États-Unis plus tôt dans le mois, voyageant de Seattle à Las Vegas où ils avaient séjourné au Treasure Island Hotel and Casino. Leur prochaine étape était la Vallée de la Mort, un lieu à la beauté saisissante mais redoutable. Le 22 juillet, la famille pénétra dans le parc et installa son campement près du télescope Peak dans le Hanopa Canyon. Le lendemain, après avoir exploré plusieurs sites, Cornelia signa le registre des visiteurs dans un vieux camp minier abandonné. Elle y mentionna leur intention de franchir un col, probablement le Mengel Pass, l'une des dernières traces écrites de leur périple. Bien qu'ils aient acheté un guide et des provisions au Furnace Creek Visitor Center, ils semblaient sous-estimer les dangers de la Vallée de la Mort. À un moment donné, ils s'écartèrent de leur itinéraire et se retrouvèrent dans la Butte Valley, un terrain d'une extrême rudesse. Leur van, un Plymouth Voyager 1996 de location, s'ensabla dans l'Anvil Canyon après que 3 pneus eurent éclaté. Bloqués à des kilomètres de toute route principale, ils se retrouvèrent en situation désespérée. Sans autre option, ils quittèrent le véhicule et s'engagèrent à pied vers la station navale de China Lake, située à environ 13 km au sud. Ils avaient peut-être cru pouvoir l'atteindre rapidement, mais les températures écrasantes, dépassant 47 degrés Celsius, rendaient la survie quasi impossible sans eau ni abri. La base, bien que relativement proche à vol d'oiseau, était séparée par des étendues désertiques impitoyables. À force de marcher sous un soleil de plomb, ils furent rapidement victimes de déshydratation et d'épuisement dus à la chaleur. Pas à pas, leurs forces les abandonnaient jusqu'à ce qu'ils s'effondrent, incapables d'aller plus loin.
De retour à la civilisation, personne ne s'alarma vraiment jusqu'à ce que leur van de location soit signalée en retard. Les recherches débutèrent, mais l'immensité et la topographie accidentée de la vallée de la mort compliquèrent les opérations. Puis, le 21 octobre 1996, plus de 2 mois après leur disparition, un garde forestier en patrouille aérienne repéra le van abandonné. Il avait roulé sur des jantes sur plusieurs kilomètres. À l'intérieur, les équipes de secours découvrirent des indices déroutants. Un sac de couchage encore dans sa boîte, une tente, des jouets, une pipe avec du tabac et un drapeau marqué « Butte Valley Stone Cabin » en référence à une cabane approvisionnée en vivres et en eau. La famille n'y avait pourtant jamais atteint. Les recherches se poursuivirent 5 jours durant, parcourant des dizaines de kilomètres de désert, sans autre découverte notable si ce n'est une bouteille de bière sous un buisson, à côté de ce qui semblait être l'empreinte d'une personne assise. Puis l'enquête piétina. Pendant 13 ans, nul ne sut ce qu'il était advenu de la famille. Jusqu'en 2009, lorsque Tom Mahood, bénévole passionné par l'affaire, reprit les recherches à titre personnel. Après des mois d'investigation et d'expédition, lui et un ami mirent au jour, en novembre 2009, près de Lanville Spring Canyon, des restes humains, 2 squelettes d'adultes, un passeport et une carte bancaire identifièrent Egbert Rimkus. Non loin, on retrouva des affaires de Cornelia Meyer, dont un journal intime rédigé en allemand. Les restes des 2 enfants ne furent jamais découverts, bien qu'une semelle d'enfants ait été retrouvée dans la même zone. Mahood conclut que la famille y avait sous-estimé la cruauté du désert. Coincés, sans ressources suffisantes, ils avaient dû marcher sous une chaleur extrême, espérant atteindre la base militaire. Ils s'effondrèrent loin de tout secours. Pendant plus d'une décennie, le sort des Allemands de la vallée de la mort demeura un mystère. Finalement, il ne s'agissait pas d'un acte criminel ou d'une disparition inexpliquée, mais d'une tragique erreur de jugement dans l'un des endroits les plus impitoyables de la planète. Le 22 janvier 2019, en Bolivie, Emil Vollenhoven, un kinésithérapeute de 27 ans originaire d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, effectuait enfin le voyage tant attendu avec sa compagne, Brittany Oman. Il parcourait l'Amérique du Sud depuis 3 mois, explorant des merveilles comme le Machu Picchu au Pérou et les chutes d'Iguazu au Brésil, un périple qu'il rêvait de faire depuis leur rencontre à Dunedin en Nouvelle-Zélande 5 ans plus tôt. Mais l'aventure inoubliable tourna au drame. Ce jour-là, Emil et Brittany rejoignirent une excursion de VTT encadrée sur la route des Yungas, surnommée la route de la mort. Reliant La Paz à Coroico, ce chemin est tristement célèbre pour ses falaises vertigineuses et ses conditions périlleuses. Des centaines de cyclistes y ont perdu la vie, mais Emil, sportif aguerri et passionné de plein air, ne pensait pas en faire partie. Au début, tout se déroula sans encombre. Le couple roulait en file indienne derrière les autres touristes, guidés par l'équipe de Gravity Assisted Mountain Biking. Mais en s'engageant dans une portion embrumée et détrempée, le parcours devint plus glissant. Brittany avait déjà chuté légèrement et roulait un peu en retrait. Elle ne se doutait pas qu'en quelques instants, sa vie basculerait. Vers 11h50, le vélo d'Emile dévia soudain de la route étroite. Il chuta de près de 100 mètres le long de la paroi abrupte. Lorsqu'il n'arriva pas au point de rassemblement suivant, les guides comprirent aussitôt que quelque chose n'allait pas. Ils remontèrent la piste et découvrirent rapidement l'endroit de sa chute. Un guide principal descendit en rappel et trouva Emile au pied de la falaise. Il était déjà décédé. Brittany, ignorant le drame, poursuivait sa descente quand on vint lui annoncer la terrible nouvelle. Sous le choc, elle eut du mal à accepter que l'homme avec qui elle avait prévu de passer sa vie l'ait quittée si brusquement. Plus tard, elle exprima son immense chagrin dans un message « Mon amour, mon âme sœur, mon tout », écrit-elle sur Instagram. 5 ans n'ont pas suffi, mais je chérirai chaque instant partagé. Elle attendait une demande en mariage pendant leur voyage et se retrouva à devoir affronter un deuil inimaginable. Le couple formait un couple uni et complice. Ils s'étaient rencontrés à Dunedin pendant leurs études et étaient devenus inséparables. Après des années d'économie et de préparation, ils s'étaient enfin envolés en novembre, visitant le Chili, l'Argentine et le Brésil. Chaque étape renforçait leurs liens, créant des souvenirs précieux. Mais leur périple s'acheva de la pire des manières. Emile, passionné par son métier de kinésithérapeute, aimait aider ses patients et les accompagner dans leur rééducation. Brittany admirait sa dévotion et son enthousiasme à partager ses expériences quotidiennes. La nouvelle de sa disparition brisa non seulement Brittany, mais aussi la famille et les amis d'Emile. Il était si altruiste
Si attentionné, confia-t-elle, il nous manque tellement. Les secours récupérèrent son corps et la compagnie Gravity Assisted Mountain Biking ouvrit une enquête. Active depuis plus de 20 ans et forte de plus de 100 000 cyclistes accompagnés, c'était leur premier accident mortel en VTT. L'autre décès enregistré résultait d'une urgence médicale. La route des Yungas est réputée comme l'une des plus dangereuses au monde. La première partie est goudronnée, mais au-delà, elle se transforme en piste étroite, bordée de précipices. Pluie fréquente et brouillard accentuent les risques. Malgré tout, elle attire les amateurs de sensations fortes. Après l'accident, Brittany utilisa les réseaux sociaux pour exprimer sa peine. « Il était l'homme le plus merveilleux et je suis honoré qu'il m'ait choisi pour être sa femme. Je t'aimerai toujours et je t'appartiendrai pour toujours. » Ils avaient encore prévu de visiter la Colombie avant de rejoindre le Canada pour une réunion de famille. Leur projet d'avenir était si proche et tout fut emporté en un instant. Amis, famille et anonymes se mobilisèrent pour soutenir Brittany et les proches d'Émile. Une page de collecte fut créée pour les frais funéraires et permit de récolter plus de 12 000 $. Il était évident qu'Émile avait marqué nombre de vies. Brittany, malgré son désespoir, s'accrocha à l'amour qu'il partageait. Elle était convaincue qu'Émile lui demanderait sa main pendant leur voyage. « Nous pensions tous qu'il le ferait à l'étranger », avait-elle confié. Et, entre nous, on savait qu'on était faits l'un pour l'autre. La route des Yungas a coûté la vie à bien des voyageurs, mais pour Brittany, ce n'était pas qu'une statistique. C'était la perte de l'être qu'elle aimait plus que tout. Aucune préparation n'aurait pu changer l'issue de ce jour. Leur histoire d'amour, née dans la quiétude de Dunedin, s'acheva sur les versants impitoyables de la Bolivie. Mais pour ceux qui ont connu Émile, son souvenir et l'amour qu'il partageait avec Brittany ne s'effaceront jamais. Le 19 juillet 2008, Ben Hale, 18 ans, originaire de Romford dans l'Essex, se trouvait à Malaga, en Espagne, pour assister à un mariage avec la famille de son meilleur ami, Jamie Calvi. La célébration devait être une escapade joyeuse, mais une décision impulsive changea tout. Pendant la réception, Ben se rendit compte qu'il avait besoin de gel coiffant dans sa chambre d'hôtel. Plutôt que de demander la clé, il décida de passer par le balcon voisin pour y accéder directement. L'opération lui sembla simple. Mais en un instant, tout bascula. En tentant de poser le pied, il perdit l'équilibre et tomba de 14 mètres. Le choc fut dévastateur. 15 minutes plus tard, Joe Calvi, le fils de 15 ans du marié, le découvrit. Ben était inconscient, gisant dans une mare de sang, grièvement blessé. Sa respiration était entravée par des traumatismes au niveau du thorax, des poumons et du cerveau. Joe libéra rapidement ses voies respiratoires, puis courut chercher de l'aide. Les secours arrivèrent peu après et transportèrent Ben à l'hôpital. L'ampleur de ses blessures était effroyable. Presque tous ses os étaient brisés, son cerveau enflé, ses poumons et ses reins en défaillance. De retour au Royaume-Uni, la mère de Ben, Tracy, reçut l'appel qui allait bouleverser leur vie. « J'ai hurlé, je n'ai pas de passeport. Comment je fais pour partir ?» raconta-t-elle. Elle et son mari Paul prirent immédiatement un vol pour l'Espagne, terrifiés à l'idée de ce qu'ils allaient découvrir. À l'hôpital, les médecins les avertirent que l'état de Ben était critique. La pression intracrânienne atteignait 80%. Pour la réduire, les chirurgiens durent retirer une partie de son crâne, ce qui ramena la pression à 20%, encore trop élevée pour être sans danger. Jamie, son meilleur ami, était anéanti. Il s'était cassé presque tous les os, sauf les bras et les jambes. Le voir ainsi était bouleversant, confia-t-il. Ben, plein d'énergie et d'ambition, il rêvait de lancer son entreprise de plâtrerie tout en reprenant ses études, luttait pour sa vie. Sa famille resta à son chevet, se raccrochant à l'espoir. « Nous vivons heure par heure plutôt que jour par jour », expliqua Tracy. Ses sœurs, Sophie, 17 ans, et Grace, 12 ans, priaient pour son rétablissement. Mais malgré tous les efforts de l'équipe médicale, son état ne cessa de se dégrader. Ses organes commencèrent à lâcher et son corps ne supporta pas le traumatisme. Le 7 août 2008, après plusieurs semaines de combat, Ben succomba. Sa famille, ses amis et toute la communauté furent dévastés. Dans la douleur de sa disparition, ses parents prirent la décision difficile de faire don de ses organes, un geste de générosité ayant offert une seconde chance à d'autres. Les médecins ont fait un travail incroyable et c'était ce que Ben aurait voulu, confia Tracy. La perte de Ben fut un coup terrible, surtout pour Jamie, son ami d'enfance. Il était bruyant, sûr de lui et vivait chaque instant à fond, se souvient-il. Amis et proches voulurent lui rendre hommage de toutes les manières possibles. Sous l'impulsion de Katy Stallan, un groupe d'amis organisa une marche sponsorisée de 21 km, de Romford à Turok, pour financer ses funérailles.
Plus de 300 livres furent récoltés, allégeant quelque peu la charge financière de la famille. L'histoire de Ben illustre tristement comment une décision spontanée peut bouleverser une vie. En cherchant un raccourci, il perdit tout. Pourtant, sa mémoire perdure dans le cœur de ses proches et dans la vie de ceux qu'il a sauvés grâce au don de ses organes. Bien qu'il nous ait quittés, l'impact de Ben reste vivace. Famille et amis chérissent les souvenirs du jeune homme passionné et généreux qu'il était,